Coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de cinéma parce que j'aime beaucoup ça. Même si j'ai des connaissances très amatrices. Non, c'est toujours pas français ça. Mais aujourd'hui je vais parler d'un point qui vraiment me tient à cœur, j'avais envie d'en parler. Parce que même si je sais que cette vidéo ne va pas changer tous les esprits du monde, si au moins une personne pouvait comprendre ce que je m'apprête à dire, franchement, ça me soulagerait, je serais contente, je serais satisfaite. Aujourd'hui, on va parler des adaptations. Et évidemment, des adaptations d'un livre à un film. Car il y a toujours plein de gens pour se plaindre des adaptations du livre au film. Que ce soit Harry Potter, Game of Thrones, enfin bref, je sais pas, ou d'autres livres, ou même, je sais pas, de manga, mais bon, principalement Harry Potter et Game of Thrones. Mais il y a toujours des gens pour s'en plaindre parce que les films changent par rapport aux livres et aujourd'hui, on va en parler. Je vais essayer de vous expliquer, même si je sais que je n'ai pas la science infuse, pourquoi un film doit, par obligation et par définition, prendre des changements et des libertés par rapport au livre. Alors ça va se faire en 2 points, mais tout d'abord je vais vous lire vraiment la définition d'adaptation. Adaptation. Action d'adapter ou de s'adapter à quelque chose. Exemple, s'adapter aux circonstances. Action d'adapter une œuvre, un texte pour un public, une technique artistique différente, œuvre ainsi réalisée. Alors il y a différentes définitions selon la biologie, la géographie, la médecine, la musique, mais ils ont tous un mot en commun, c'est transformer ou modifier ou changer ou autre mot, autre synonyme en fait de changement. Voilà, s'il y a bien une chose à retenir dans une adaptation, c'est qu'il doit y avoir des changements, surtout si c'est une adaptation d'un livre à un film. Parce que alors, je vais pas vous choquer en disant ça, mais excusez-moi d'ailleurs si j'ai un petit ton condescendant, je vais essayer de me contenir, mais un livre, un film, c'est pas le même média, c'est pas la même chose. Un livre, c'est du papier qui se lit, un film, c'est quelque chose d'en moyenne 1h30, 2h, 3h qui se regarde. C'est pas le même média, c'est pas la même chose. Donc pour une adaptation, faut s'adapter à un nouveau truc, donc il doit y avoir des changements. Mais évidemment, pour être plus clair, je vais essayer de vous donner des exemples précis, sans spoil, parce que je vais sûrement principalement parler d'Harry Potter et Game of Thrones, et si jamais il y a des gros spoils, évidemment, il y aura un petit texte par là, ou en grand écran, je sais pas, qui vous dira où aller pour éviter d'être spoilé. Donc alors, dans une adaptation, il y a souvent 2 choses qui changent et qui fâchent les gens. Le scénario ou l'aspect physique des acteurs, on va dire. Vous allez comprendre quand je vais arriver à ce 2e point. En premier point, donc le scénario. Je vais donc vous expliquer pourquoi un film doit avoir des changements par rapport à un livre, et je crois que je vais beaucoup répéter cette phrase-là, du moins d'un point de vue scénaristique. Alors premier point, mais celui-là je pense évidemment que tout le monde va s'accorder, la durée. Bah oui, un livre de 2000 pages, tu peux pas en faire un film d'1h30, t'es obligé d'arracher des pages, de changer, enfin surtout de supprimer beaucoup de scènes. Donc voilà, et là je pense surtout à Harry Potter, et surtout je pense à Harry Potter et la Coupe de Feu, qui a eu énormément de scènes supprimées et même de personnages supprimés, parce qu'on n'avait pas le time, on n'avait pas le temps. Alors justement, plus ce film, les réalisateurs avaient pensé à le faire en 2 parties, mais en plein milieu d'une saga, sortir un film en 2 parties, non, ça le faisait pas. Il y en a souvent, quand on leur sort cet argument, ils disent ouais, mais ils auraient pu supprimer des scènes moins importantes pour mettre d'autres scènes plus importantes. Mais non, en général, même les scènes qui sont gardées, elles sont importantes pour la suite de l'histoire. Et là, je pense à Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, où dans le livre, il y a 2 schémas principaux. Une partie donc avec le début de la recherche de la chasse aux Horcruxes, c'était toujours pas français, et une partie romance avec Hermione, Lavande, Ron, Ginny, son copain Harry, tout ça. Et le film met beaucoup plus de scènes de romance que de scènes sur le passé de Voldemort, parce que dans les livres, on a des scènes sur le passé de Voldemort qui sont vachement intéressantes. Et même moi j'ai un petit regret qu'elles aient été supprimées et qu'à la place on mette plus les romances de Lavande, Hermione, Ron, tout ça. Mais d'un côté tu dis c'est important pour la suite en fait, dans un sens. Pour après quand Ron et Hermione ils se mettent ensemble, t'as un peu cet aspect sinon de d'où ça sort, mais là au moins on sait, il y a eu l'histoire avec Lavande, tout ça. Et ça c'est surtout dans une saga, c'est normal qu'il y ait des changements pour préparer les prochains films. Mais un 2e point, enfin c'est le petit B dans le point numéro 1 qui est le scénario, je sais pas si vous arrivez à suivre, que beaucoup de gens oublient, c'est l'imagerie. Parce qu'un film se regarde avec les yeux. Jusque là tout va bien. Et là on va prendre comme exemple, encore une fois Harry Potter, la mort de Voldemort. J'espère que j'ai spoilé personne en disant que Voldemort mourrait à la fin de Harry Potter quand même. Dans les livres, Harry Potter, il meurt comme un simple humain, un simple mortel, pour montrer justement que malgré tout ce qu'il a fait, toute la puissance qu'il voulait obtenir, ce n'était qu'un simple humain. Dans les films, comment il meurt d'une manière mais incroyable, en fait t'as toute sa peau qui part en particules et tout, c'est magnifique. Et justement du coup beaucoup critiquent ça parce que ça envoie pas le même message que dans les livres. Alors déjà ça peut être aussi le point de vue du scénariste, et ça on en reparle après, que le scénariste peut faire des changements parce qu'il a pas la même vision que celui qui a écrit le bouquin. Mais surtout, imaginez-vous aller au cinéma, genre suivre 8 films et voir juste un méchant qui meurt comme ça. Dans un livre ça peut passer,
mais pas si tu payes 8 € ta place de cinéma. En plus, 8 € pour les 8 films, ça fait 56 €. Bah, t'as envie de voir un truc un peu plus spectaculaire, tu vois, parce que ça se regarde avec les yeux. Voilà, comme j'ai dit, faut profiter de l'imagerie et faire un truc spectaculaire. Autre exemple vite fait, toujours d'Harry Potter et la coupe de feu, la première tâche qui est donc la chasse aux dragons. Enfin non, pas la chasse aux dragons, quand justement il y a des dragons et Harry doit aller récupérer l'œuf de dragon. Dans les livres, comment ça se passe? Ça se passe très rapidement en fait. Vraiment, t'as Harry, il va ultra vite, il chope son œuf, puis voilà, allez, c'est bon, c'est terminé. Mais bah, dans les films, comment ça se passe? Ça prend plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est juste. Mais cette scène, c'est un bijou niveau imagerie en fait. T'imagines toutes les possibilités. Enfin, du coup, ça donnait une scène juste incroyable, une scène d'action avec le dragon et tout. Du coup, là, ça fait un changement, puisqu'il n'a pas attrapé l'œuf très vite comme dans les livres. Mais en même temps, c'est normal, là, t'as l'occasion d'avoir un dragon, tu vas pas en faire une scène toute simple où Harry, juste, il va chercher l'œuf, puis c'est terminé. Bon, alors, je sais que les deux points que je vais dire peuvent s'opposer, et ça, je pense qu'il y en a, ils vont me le dire, par rapport à toujours Harry Potter et la Coupe de Feu. Dans le début, le match de Coupe du Monde de Quidditch, qui, pareil, est vraiment un bijou niveau imagerie, où les réalisateurs pouvaient faire un truc de dingue, mais qui a été coupé parce que la durée passe avant, je pense quand même. Et donc là, on va passer au dernier point du grand point 1, donc le scénario, qui est pour moi le préféré et qui résume pourquoi il y a autant de changements des scénarios des livres au film, hormis la durée et le fait de profiter de l'imagerie, c'est la vision du réalisateur. Alors là, je suppose que je vais encore choquer personne en disant que les films sont réalisés par des réalisateurs, des scénaristes, il y a des costumiers, des designers, des personnes qui font un casting, il y a beaucoup de personnes derrière un film. Et justement, c'est des personnes. C'est pas des imprimantes qui vont prendre le livre et faire un copier-coller. Voilà, tout à l'heure je parlais de la fin de Harry Potter. Peut-être que David Yates, donc le réalisateur des derniers Harry Potter et donc du dernier, voulait faire une mort spectaculaire à Voldemort. Parce que c'était son point de vue, parce que c'était ce que lui il voulait montrer, alors que J.K. Rowling voulait montrer une simple mort. Alors peut-être que certains vont préférer le message de J.K. Rowling à celui de David Yates. Peut-être que David Yates, lui, il voulait montrer tout le contraire en fait, que vraiment Voldemort c'est pas un humain, c'est un monstre. Ce qui est vrai dans un sens, tout ce qu'il fait c'est pas humain, c'est juste un monstre quoi. Donc après là ça devient subjectif, chacun a ses goûts au niveau du message qu'il veut voir à la fin. Moi j'aime bien les deux mais j'avoue que je préfère peut-être celui de David Yates, je sais pas trop en fait. Et alors là j'en vois plus d'un, je les entends arriver, ils accourent, je les entends, qui vont parler de manque de respect de l'œuvre originale. Je vais essayer de pas être condescendante, mais ça franchement ça me fait rire. Beaucoup de fans hardcore de Harry Potter aiment du coup citer ce que je viens de vous citer, ou alors je sais pas, le manque de personnages, tout ça, comme un manque de respect à l'œuvre originale. Voilà, il y en a, ils vont sûrement me dire ouais mais David Yates là du coup il manque de respect à l'œuvre, à ce que J.K. Rowling a voulu montrer et tout. Et à une époque j'étais très présente sur Wattpad, aujourd'hui je suis très présente sur TikTok, et qu'est-ce que je vois beaucoup de la part de ces mêmes fans hardcore? Des fanfics Drago Hermione ou des fanfics, je sais pas, Voldemort, Harry, oui ça existe, je ne comprends pas non plus. Mais beaucoup de fanfics, des fanfics Rogue et Lily, mais qui ne sont pas présentes dans le livre. Et qui donc, par votre définition, pour la plupart, parce qu'évidemment vous n'êtes pas tous comme ça, je le sais, paniquez pas, ne paniquez pas besoin de me le dire, je sais que c'est qu'une minorité, mais bah, je sais plus ce que je disais du coup. Une partie d'entre vous, et c'est pareil pour plein d'œuvres. Je prends Harry Potter parce que c'est sûrement l'œuvre principale, enfin, celle qui me vient le plus vite en tête parce qu'il y a beaucoup de fans chez Potter, mais c'est pareil pour plein d'œuvres. Vous êtes quand même une certaine partie à venir critiquer les réalisateurs, comme quoi ils ont manqué de respect à l'œuvre originale et tout en faisant des changements, mais vous faites des fanfics Rogue Lily ou Drago Hermione, ce qui n'est pas non plus présent dans le livre, et qui serait également aussi un manque de respect au livre, enfin à l'œuvre originale et à J.K. Rowling. Alors après certains vont me dire ouais mais c'est pas pareil parce que les fanfics c'est juste nous, petites personnes qu'on est, alors que les films ça fait partie du canon et tout. Non, c'est une adaptation comme une autre. C'est comme tous les fan-films qu'il y a. Enfin, voilà, non, c'est la même chose, clairement. Alors évidemment, c'est pas à la même échelle. Mais voilà, vous faites la même chose que ces réalisateurs. Vous faites des changements en y mettant votre point de vue et ce que vous auriez aimé voir. C'est la même chose. Donc il n'y a pas d'histoire de manque de respect de l'œuvre originale. Et là, je pense également à Game of Thrones. Donc alors là, alerte spoiler pour les livres. Pour les livres Game of Thrones, alerte spoiler. Dans Game of Thrones, donc dans les livres, une fois que Catelyn Stark meurt, j'avais prévenu, dans les livres, une fois que Catelyn Stark meurt, elle est plus ou moins réincarnée en une sorte d'âme pas vraiment humaine vengeresse, qui s'appelle Lady Stoneheart, donc Lady Cœur de Pierre. Et cette réincarnation n'est absolument pas présente dans la série. Et justement récemment, alors moi j'ai pas encore lu les livres Game of Thrones mais je m'étais fait spoiler ce détail, j'ai lu un article où les réalisateurs s'expliquaient enfin sur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ramené Catelyn Stark à la vie. C'est d'ailleurs une très bonne raison, en fait dans un sens, les réalisateurs ont eu plus raison que George R.R. Martin. Tout simplement parce que dans la série, donc toujours spoiler, donc vraiment continuez de passer, alors là c'est un très gros spoiler, dans la série, Jon Snow il meurt, et je suppose que dans les livres c'est la même chose, mais il revient à la vie. Donc George R.R. Martin, il a fait ressusciter deux de ses personnages, Catelyn,
à moitié vivante, et Jon Snow. Mais les réalisateurs, eux, ils pensaient que s'ils faisaient revenir Catelyn Stark à la vie, bah, la mort de Jon Snow elle aurait aucun impact, parce qu'on sait très bien du coup que tout le monde peut ressusciter en fait. Là au moins Jon Snow, bon à part lui dont j'ai oublié le nom, j'ai envie de l'appeler Beric Dondarrion mais je suis pas du tout sûre que ce soit lui, Beric Dondarrion. Par lui en fait on n'avait jamais vu personne ressusciter, donc on pensait vraiment que oh my god Jon Snow il est mort, mais non il est en vie. Et si on avait vu du coup la résurrection de Catelyn Stark, ça aurait pas eu le même impact, on se serait dit ouais mais Jon Snow il va ressusciter comme Catelyn. Et du coup justement je trouve ça très intelligent. Surtout quand on sait que George R.R. Martin a critiqué une certaine œuvre dont je ne vais pas citer le nom pour pas spoiler, car dans cette œuvre très connue, un personnage meurt puis revient à la vie. Et justement, George R.R. Martin avait critiqué le fait qu'on refait revenir les personnages à la vie, parce que lui, il aime bien quand il y a un peu de magie, mais que ça reste quand même réaliste avec des vrais morts. Ce qui explique également pourquoi il y a autant de personnages qui meurent en fait, parce que vraiment le côté réaliste de gros tout le monde peut mourir. Voilà, George R.R. Martin qui critique le fait que trop de personnages ressuscitent, lui-même il fait ressusciter 2 personnages principaux. Les scénaristes n'en font ressusciter qu'un. Ça devient dur à dire ressusciter. Donc voilà, là la vision des réalisateurs ont apporté une modification qui en plus selon moi est très bonne, parce que c'est vrai que moi, si j'avais vu Catelyn ressusciter après Jon Snow, je serais en mode... ça aurait pas eu le même impact sur moi, et je suis sûre que pour vous c'est pareil. C'est également la même chose pour Peeves, pour en revenir à Harry Potter, où Peeves est un fantôme un peu farceur de l'école de Poudlard, et franchement je suis contente qu'il soit pas dans les films, surtout à la fin. Il y en a qui trouvent ça décevant que Peeves ne soit pas là lors de la bataille de Poudlard. Et moi très franchement, lors de la bataille de Poudlard de David Yates, s'il y avait eu un fantôme farceur, non j'aurais juste été en mode, non c'est pas l'heure de rigoler en fait. Dans un livre, je pense, avec un narrateur et tout, ça peut passer. Dans un film, avec le visage triste des acteurs que tu vois, la musique intense, les plans intenses, et là tu vois un fantôme qui est là, qui fait mumuse, ça fait complètement tâche en fait. Dans un livre, ça passe mieux, mais comme c'est pas le même média, ce que je vous disais, non, ça passe pas pareil en fait, ça ne fait pas le même effet. Pour moi, il aurait juste fait tâche. Revoyez-vous toutes les scènes tragiques lors de la bataille de Poudlard. Imaginez-vous qu'à chaque scène, t'as Peeves qui passe et hop là, il pop et il fait mumuse. Enfin, non, il se bat quand même, mais non, il fait surtout mumuse en fait. Il aurait vraiment fallu le tourner d'une certaine façon pour que ça passe bien. Mais je pense en majorité ça serait pas passé. Et je pense que c'est ce que David Yates a voulu faire en fait tout simplement. Parce que voilà, les réalisateurs c'est des vraies personnes et pas des imprimantes qui font du copier-coller d'un livre. Ils veulent y ajouter. C'est leur travail d'un côté, ils passent longtemps à bosser sur un réalisateur passe énormément de temps à travailler sur un film. Donc il veut y mettre sa part de lui et pas juste faire un copier-coller, ça reste un humain et pas un robot. Et alors là, en parlant de films qui ont des scénarios qui ont été modifiés, je vais vous citer un exemple, vous allez bien mieux comprendre. Disney. En un mot, Disney. Disney, tous les films Disney qui sont repris d'un conte, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, la fucking Reine des Neiges n'ont rien à voir avec le conte original. La Reine des Neiges et l'histoire originale, du coup le livre original de je sais plus son prénom, Anderson, j'ai oublié le prénom, n'a vraiment rien à voir. Pareil, Blanche-Neige, il y a énormément de changements. Belle et la Bête qui est au-dessus de tout, clairement, Belle et la Bête, seul film Disney a été nominé aux Oscars en tant que meilleur film, et pas meilleur film d'animation mais meilleur film tout court, a des changements. La Rose éternelle n'est pas présente dans le bouquin original, vous voyez, pour que vous compreniez. Désolée si je parais un peu brouillon, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais ouais, La Belle et la Bête de Disney avec la rose éternelle qui est le symbole principal, le symbole, c'est pas du tout présent dans l'œuvre originale. Et pourtant là, personne ne vient parler de manque de respect ou je ne sais quoi. La Reine des Neiges, dans l'œuvre originale, la Reine des Neiges c'est la méchante de l'histoire. Et il n'y a pas d'histoire de sœur, non. C'est la méchante en fait. Et alors je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà vu des vidéos sur YouTube qui parlent justement des histoires originales de la Reine des Neiges. Genre dans Cendrillon, t'as les demi-sœurs de Cendrillon qui se mutilent les pieds pour pouvoir rentrer leurs pieds dans les pantoufles de verre. Dans la petite sirène, elle meurt. Littéralement, elle meurt. Et tout ça, c'est pas présent dans les films Disney, mais bah ça nous va très bien en fait, personne s'en plaint. Et on est même plutôt content qu'ils aient fait ces changements positifs en fait, parce que sinon je pense que ça nous aurait un peu traumatisé dans notre enfance. Et ce sont tous d'ailleurs d'excellents films comme La Belle et la Bête que je viens de vous citer tout à l'heure. Donc arrêtons de crier quand Game of Thrones, Harry Potter ou je ne sais quelle œuvre ne respecte pas l'œuvre originale. Parce qu'au final, comme vous le voyez avec Disney, ça donne un très bon résultat. Voilà, là c'est des exemples tout bêtes mais qui me viennent en tête et qui expriment que du coup il y a 3 raisons principales à un changement de scénario. La durée, le fait qu'il faut profiter de l'imagerie, donc ça surtout valable pour les trucs d'action, et la vision du scénariste qui est un être humain. Donc voilà, c'est donc tout pour le point numéro 1, donc les scénaristes. Maintenant on va passer à un point numéro 2.
Et alors donc juste avant de passer au point numéro 2, je vais vous conseiller 2 vidéos d'un youtubeur qui s'appelle MJ Fermella, qui fait des critiques de films et qui a d'ailleurs bien plus de choses à dire que moi car je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience, où justement il a fait 2 vidéos sur des adaptations que je vous conseille. Dans la première vidéo que je vous conseille, il parle de films qui sont adaptés de manière copier-coller, c'est-à-dire vraiment les films sont copier-coller au livre et ça donne des résultats nuls comme La Guerre des Mondes, Sin City, Watchmen, 300, Astérix et le Gaulois, Arthur et les Minimoys et surtout le deuxième, Arthur et la vengeance de Balthazar je sais plus, et où il parle du film Death Note de Netflix. Je ne m'aventurerai pas sur ce tableau. Et il a donc également fait une deuxième vidéo où là par contre il parle d'adaptations qui ont changé, contrairement à l'œuvre originale, et qui sont excellentes, comme Total Recall, The Mask, Men in Black qui a des grosses différences avec le livre original, et pourtant Men in Black tout le monde adore, Jurassic Park, je savais même pas que ça venait d'un livre à la base, Shining, et également il parle de tous les Disney. Mais moi je ne vais pas parler que d'un point de vue scénario, je vais parler d'un point de vue physique, design on va dire. Je vais parler des acteurs qui ont des changements physiques de leur description au livre par rapport au film. Et là je pense que vous avez Harry Potter et Game of Thrones qui viennent en tête. Donc on va se débarrasser d'Harry Potter tout de suite avec un exemple qui me vient en tête directement, la robe de bal d'Hermione. Dans Harry Potter et la coupe de feu, je m'étais même pas rendu compte que j'avais autant de choses à dire sur ce film. La robe de bal d'Hermione est bleue. Dans les films, elle est rose. Et ça a choqué beaucoup plus de gens que vous le croyez. Personnellement, j'en avais rien à faire. Bon, j'ai vu les films et après lu les livres, mais j'en avais quand même rien à faire. Et donc me voilà à justifier pourquoi dans les films, la robe de bal d'Hermione est rose et pas bleue. Alors je sais qu'il y en a, ça a déçu un peu dans le sens, ouais c'est une fille et comme par hasard elle a du rose alors que bah... Enfin là, le fait qu'elle soit bleue, enfin ça apporte un changement et tout. Que dalle. Alors bon, c'est un point de vue que je peux un peu comprendre, mais d'un côté, enfin... D'un côté, non. D'un côté, en fait, j'ai rien à dire parce que ça me choque pas plus que ça, en fait, qu'elle passe d'une robe bleue à rose. Et c'est pas du tout parce que c'est une fille que les réalisateurs lui ont mis une robe rose, ni la costumière, ni quoi que ce soit. S'ils lui ont mis rose, c'est pas par hasard, non, c'est pas parce que c'est girly, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, une robe bleue ne pouvait pas faire l'affaire parce que le film Harry Potter à la coupe de feu, il y a beaucoup de bleu dans ce film. Dans le sens où vous voyez quand Harry Potter il est proche de la piscine, bah le décor il est bleu. Et quand il rentre dans le souvenir de Dumbledore, elle est jaune. Dans la toute première scène du film, lors du rêve d'Harry Potter avec Voldemort, la scène est bleue. Quand il se réveille, ça devient jaune-orangé. Lors de l'attaque des Mange-Morts, également au début du film, tout est jaune-orangé. Et quand il se réveille, ça redevient un petit peu plus bleu. Quand Ron attend dans le couloir, dans l'entrée du château plutôt pour aller au bal, tout est jaune-orangé. Et quand il rentre dans le bal, tout est bleu un peu blanc. Il y a énormément de scènes comme ça. Pareil, dans le cimetière, dans la bataille finale, tout est plutôt bleu. Et quand il en sort et qu'il retrouve tout le monde, tout est plutôt jaune-orangé. Donc du coup, voilà, la robe ne pouvait pas être bleue, ni dans les tons jaune-orangé. Et si vous vous dites, ouais, mais elle aurait pu être jaune, rouge ou n'importe quelle autre couleur, elle n'aurait pas pu être blanche, parce que, bah pareil, la scène de bal est très blanche. Elle n'aurait pas pu être rouge, parce que déjà, l'école de Durmstrang sont tous en rouge. Et surtout, le rouge... Oh merde, je l'ai déchiré. Excusez-moi. Oui, donc le rouge, c'est également la couleur de la passion. Or, entre Hermione et l'autre de Durmstrang, Victor, j'ai oublié son nom, Victor Crumb, c'est pas la passion en fait, justement, puisqu'elle termine pas avec lui. Du coup, bah, il reste pas beaucoup de couleurs, il reste rose, ou noir, ou vert. Voilà. Et le vert, encore, on dit que ça porte malheur au cinéma ou au théâtre, donc. Sinon, elle aurait été en noir. Et également, outre le fait que si vous êtes bien attentif, Emma Watson, surtout du coup dans les premiers films Harry Potter, genre dans le 3 et le 4e et tout ça, elle est principalement en rose. Comme Ron est beaucoup dans les tons rouge-orangé justement, et Harry lui justement est beaucoup en bleu en fait. Et également le fait que j'ai vu des photos où la robe d'Hermione est retouchée pour être en bleu, le bleu c'est pas une couleur qui va super à Emma Watson, surtout quand elle était jeune, ouais. Non. Après pour citer d'autres exemples un peu comme ça, je pense à Daniel Radcliffe, donc qui joue Harry Potter, qui est censé avoir les yeux verts, ça c'est tout le temps insisté là-dessus dans les livres, mais l'acteur Daniel Radcliffe est allergique aux lentilles de couleur. Donc c'était soit on gardait Daniel Radcliffe avec ses yeux bleus, soit on prenait un autre acteur pas allergique aux lentilles de couleur, mais qui aurait peut-être été moins bon. Et je crois que, ouais, non, ça c'est pas ce qui passe en priorité. Il valait mieux garder Daniel Radcliffe, qui est un très bon acteur, je crois. Ou par exemple, je pense à Emilia Clarke, qui joue Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, qui a donc une perruque blonde, mais qui dans les livres est décrite comme les cheveux argentés. Le souci étant, et ça il suffit de se renseigner 2 secondes pour le savoir, c'est que les réalisateurs se sont rendus compte qu'avec une perruque aux cheveux argentés, bah ça la rendait juste plus vieille, en fait ça faisait gris, ça la rendait plus vieille, ça faisait pas beau. Mais du coup ce qui est drôle dans un sens, c'est que beaucoup critiquent le fait qu'Emilia Clarke n'avait pas les cheveux gris, bah alors que si elle les a pas c'est parce que ça la vieillissait, et en même temps ils critiquent le fait que Daenerys normalement dans la saison 1 elle a 13-14 ans.
Donc on lui met pas les cheveux gris, ils sont pas contents. On lui met les cheveux gris mais ça la vieillit. Bah ils auraient pas été contents en fait. Évidemment, toujours ça c'est une minorité. Les gens comme ça qui se contredisent, c'est une minorité. La majorité des gens qui critiquent, ils critiquent sur un point, ils s'y tiennent, ils se contredisent pas. Et donc voilà, là on en revient également un petit peu à la vision du réalisateur. Pareil, là j'ai un seul exemple qui m'est venu en tête directement, Hardin dans After. Enfin Hardin comme ils disent dans les films. Mais alors After, j'ai vu le 1, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça banal au possible, je regarderai pas le 2. Juste comme ça. Et d'après ce que j'ai compris, dans les livres, il n'est pas du tout décrit comme il est dans les films. Je crois qu'il a plutôt des cheveux un peu bouclés, frisés, peut-être un peu plus longs. Il a également une boucle d'oreille aussi. Je crois que t'as un personnage qui a été remplacé par une actrice noire alors que beaucoup ne la voyaient pas noire ou des bails comme ça, quoi. Enfin, ça, on y revient après. Ça, vous inquiétez pas, les personnages blancs joués par des actrices noires qui posent problème, on y revient après. Et alors ça, pareil, j'ai fait une recherche de 2 secondes. J'ai même pas fait de recherche en fait, juste je lisais des commentaires comme ça quand il y a eu l'annonce du film, tout simplement parce que du coup les réalisateurs trouvaient que ça faisait pas beau à l'écran. Voilà, le fait qu'il avait sa boucle d'oreille et tout ça rendait pas pareil, ça faisait moche selon eux. La vision du réalisateur tout simplement. En fait, voilà, la réponse à beaucoup de questions de pourquoi est-ce qu'il y a des changements, c'est juste la vision du réalisateur. Mais je sais pas, beaucoup. Bah après, moi-même, la première, à une époque où je critiquais des changements, je me disais, mais c'est pas pareil là, c'est trop nul. Puis j'ai fait une recherche de 2 secondes, puis bah j'ai appris que les réalisateurs c'était des êtres humains. Bon, là je suis condescendante, mais même moi à une époque aussi, je critiquais quand il y avait des changements et tout. Et justement, là, si je fais cette vidéo, justement, c'est pour pas qu'il y ait les mêmes critiques qui sont encore faites en fait. Alors que j'ai totalement fait les mêmes à une époque. Donc voilà pourquoi des fois il y a autant de changements entre le personnage dans les livres et ce qu'il y a dans les films. Il y a des tas de raisons, mais la raison principale c'est que souvent ça se marie pas au reste du film. La robe d'Hermione la couleur ça passerait pas, les cheveux d'Emilia Clarke qui la vieillit, la boucle d'oreille de Hardin qui ne fait pas bien et qui rend moche, ou des problèmes comme Daniel Radcliffe avec ses yeux, il pouvait pas mettre des lentilles. Ou alors la vision du réalisateur. Et alors là justement je vais vous citer un contre-argument. Je suis pas sûre d'avoir le bon terme. En fait là je vais vous citer des moments où lors de l'adaptation en live action, donc avec des acteurs et tout, les designs des personnages ont été copiés-collés à l'œuvre originale et ça rend moche. Les mangas. Alors parlons des adaptations de mangas. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a eu une adaptation Dragon Ball Z que tout le monde déteste, une adaptation Attaque des Titans que tout le monde haït au plus haut point. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, après je m'y connais pas trop en manga. Mais je sais que Louis Saz récemment il a fait une vidéo où il parlait justement d'un manga qui a été adapté. Donc le titre apparaît là si je le retrouve. Et justement lui-même il critiquait en fait le fait que c'est ultra boche en fait. Vous savez, en ce moment je suis vraiment à fond sur Psychic So et comme ça se passe dans un univers réaliste, moi je me suis dit que le live adaptation serait pas trop mal. Randonnée. Hop. Hop. C'est trop bizarre de se dire que l'univers a l'air plus réaliste dans l'animé que dans la réalité. Et pareil, genre pour l'Attaque des Titans et tout, ça fait toujours juste cosplay raté en fait quand un manga, et surtout un dessin animé, est adapté en live action, ça fait juste cosplay Japan Expo, c'est moche, et ça je pense tout le monde s'accorde à en parler. Et justement en fait là ça prouve juste ce que je dis en fait, quand dans un dessin animé tu fais du copier-coller, ça fait cosplay moche en fait, ça fait un design moche, ça fait tout de moche. Voilà, alors après si vous avez d'autres exemples en tête, je sais que j'avais déjà vu à une époque des vidéos Assassination Classroom en live action, mais bah pareil encore une fois, cosplay, alors cosplay peut-être un peu mieux, mais non pour Koro Sensei, toujours cosplay vraiment très très moche. À la Japan Expo, enfin à la Japan Expo ça passe, dans un film ça passe pas en fait de faire un truc digne de personnes qui font ça chez elles, vous voyez ce que je veux dire? Alors que bah justement s'ils assumaient de pas reprendre le même design, de faire un design original, bah ce serait 100 fois mieux en fait parce que ça ferait pas un truc moche. Et ça je pense c'est valable pour toutes les adaptations de dessins animés en film live action. Alors voilà, je sais qu'il y en a, ils sont contre le fait qu'on change les designs, mais par moment, faut accepter que quand on passe d'un média qui est le dessin animé à un média qui est le live action, il y a aussi des changements à faire. Oui, parce que depuis tout à l'heure on parle de livres, mais il y a aussi les dessins animés. Et pour parler brièvement de Death Note, il y a eu donc 2 adaptations. Une où ils reprennent du coup les designs copier-coller et ça fait très Japan Expo. Encore une fois, j'ai aucun problème, hein. Même moi je me cosplay à la Japan Expo. Mais justement, si des personnes qui font ça chez eux font des résultats aussi bons que pour des films qui ont des gros budgets, c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, du coup, on a une adaptation Netflix de Death Note. Et je crois qu'elle n'a pas plu au grand public. Alors, est-ce que je vais donner mon avis? Non, je vais pas prendre ce risque. Je ne vais rien dire, je ne vais pas en dire plus. Mais au moins, bah, ça fait pas cosplay de genre moi qui peux faire ça chez moi en fait. Sinon, moi, très bien, demain, je fais un film, je fais tout plein de cosplay.
c'est bon, c'est parti. Non, voilà, parce qu'avec le budget qu'ils ont, eux, mais je peux te faire le même cosplay pour 30 euros, gros. 30 euros, je te fais la même chose, en fait. Et non, le problème, c'est pas qu'il faut mettre plus d'argent, plus de temps ou quoi. Faut reprendre de nouveaux designs. Franchement, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est pas une question de faut plus d'argent, faut plus de temps, faut plus de talent. Faut juste changer les designs, faut juste assumer. Il y a des choses qu'on ne peut pas transférer d'un dessin animé à un live action. Il faut donc faire des changements, c'est obligatoire. Et donc, en ce qui concerne le film Death Note de Netflix, il y a la vidéo de MJ Fermella que je vous ai conseillée. Dernière partie, alors là, ça va fâcher, on va parler des actrices noires. Machallah, j'ai vu des commentaires et des trucs sur Twitter. Oh là là là. Donc tout ce que je viens de dire en même temps justifie le fait que pour, je crois, un live action de La Petite Sirène ou de La Fée Clochette, je sais pas trop, ils ont pris une actrice noire pour jouer La Petite Sirène. Et ça choque des tas de gens, alors qu'en vrai, mais c'est tellement pas important en fait. Parce que comme je viens de vous le citer, s'ils faisaient un copier-coller avec une actrice blanche, rouge, avec vraiment le même bikini et tout, bah non en fait, ça ferait pas terrible. Bon encore après, non, là ce que je viens de dire, La Petite Sirène, c'est possible. Dans Once Upon a Time, c'est le cas. Dans la série Once Upon a Time, à un moment on voit La Petite Sirène, elle ressemble vraiment à La Petite Sirène du Disney et ça passe bien. Après, il y a également la vision du réalisateur qui vient pour prendre en compte le talent de l'actrice. Bah oui, s'il a trouvé aucune actrice blanche qui jouait comme l'acteur le voulait et qu'il avait une actrice noire, bah il la prend. Hein. Alors en plus, surtout que dans Disney, t'as pas énormément de personnages noirs, donc les personnes de couleur noire qui veulent jouer, ils ont pas beaucoup d'occasions de jouer, donc ce serait bien de leur laisser des occasions en plus en fait. Je pense que nous les blancs, on a assez de portes ouvertes, tu vois, pour laisser quelques portes ouvertes à des acteurs noirs. Donc personnellement, le fait qu'Ariel soit jouée par une noire, ça me pose absolument pas problème, tant que l'actrice joue bien, et que le film en général est bien, mais surtout qu'elle joue bien, je vois pas en quoi ça pose problème. Et alors là, mais là c'est un autre sujet, il y en a ils vont parler de nostalgie. En mode oui non mais c'est pas pour ça qu'on se plaint, c'est juste parce que bah nous on veut être nostalgique du Disney avec une actrice blanche et les cheveux roux, nous on veut voir de la nostalgie. Alors ça je vais répondre à un truc très simple, hein, très très simple. Si tu veux de la nostalgie en revoyant le dessin animé La Petite Sirène, tu peux re-regarder le dessin animé La Petite Sirène. Et ouais. Et là, il y en a, ils vont me dire, oui, mais non, nous, on veut une adaptation live action, mais qui soit copier-coller. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi, en fait, ça te sert à quoi? Sinon, tu tapes sur internet, cosplay La Petite Sirène, et là, tu vois, tu vois ce que ça donnerait La Petite Sirène s'il était en réel, tu vois, en réalité. Mais sinon, avoir un film copier-coller, genre comme Le Roi Lion, ça te donne quoi? J'ai des potes qui sont allés voir Le Roi Lion, hein. Elles m'ont dit, bah, c'est comme les dessins animés, et du coup, je suis en mode, t'as payé 8 € pour voir ça, ils m'ont fait, bah ouais. Mais du coup, ça leur a servi à rien, clairement. Et le pire, c'est que du coup, t'as même pas la nostalgie. Enfin, si tu veux avoir la nostalgie, re-regarde le dessin animé. Mais voilà, je pourrais vous citer des tas d'autres exemples, mais clairement, à part faire chier le monde, il n'y a aucune raison de se plaindre qu'un personnage d'origine ou blanche soit joué par un acteur ou une actrice noire, en fait. Là, ça me fait penser pareil à Mary Jane, enfin, non, pardon, Michelle Jones dans les derniers Spider-Man. Ouais, j'ai un problème avec les derniers Spider-Man, je les aime pas beaucoup. Hein. Les derniers Spider-Man, je les aime pour plein de raisons. Déjà, MJ qui s'appelle Michelle Jones, enfin, il y a des tas de raisons de les détester. Mais ce pourquoi les gens se plaignent le plus du dernier Spider-Man, là, de Avengers, que ce soit Coming ou Far From Home, c'est le fait que MJ, elle soit noire. Il n'y a pas de raison en fait de s'en plaindre vraiment. Surtout qu'en plus Zendaya, il me semble, le nom de l'actrice, j'ai un peu de mal, désolée. J'arrête pas de toucher à mes cheveux, je sais pas pourquoi. Elle est extrêmement douée. Et c'est tout ce qu'on lui demande en fait. À ces acteurs, c'est tout ce qu'on demande, c'est d'être doué en fait. Et voilà, comme j'ai dit, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. On prend Disney. Qu'est-ce qu'il y a comme personnages noirs principaux? Tiana. Bon, Vaiana, elle est pas noire, mais vous avez compris, une personne qui n'est pas d'origine caucasienne, on va dire directement. Tiana, Vaiana, Mulan, qui, bah, elle est asiatique. Pocahontas. Et après, j'en ai pas d'autres. Toutes les autres, elles sont d'origine caucasienne, je crois. Et j'en ai peut-être oublié une ou deux. Mais voilà, toutes les autres, elles sont d'origine caucasienne. Donc voilà, moi, je vois pas où est le mal d'aider les personnes qui ont une peau de couleur noire, juste leur ouvrir plus de portes au cinéma, les aider à avoir plus de chances de décrocher des rôles. Parce qu'on va pas se mentir, ils ont, je n'ai pas le pourcentage, hein, mais ils ont clairement beaucoup moins de chances que nous, genre des gens blancs, tu vois, d'avoir des rôles en fait. Donc il n'y a absolument aucune raison de se plaindre qu'une actrice noire joue un personnage d'origine blanc. Surtout quand dans l'œuvre originale de La Petite Sirène, donc vraiment le conte original qui n'est pas de Disney, sa couleur de peau n'est absolument pas précisée. Et idem pour La Fée Clochette, parce que je crois qu'il y a une histoire pareille, où La Fée Clochette elle est blanche, du coup dans le truc de Disney,
Et j'en ai vu se plaindre en mode ouais mais non mais par rapport au territoire ça va pas parce que la fée Clochette c'est à Londres, il n'y a pas de fée noire, franchement les fées noires ça existe pas et tout. Et moi je te dis mon gars t'as jamais vu la fée Clochette? Genre il y a Iridessa, tu sais, qui est une fée. Genre la fée Clochette, Peter Pan ça se passe à Londres. Mais à la base fée Clochette, enfin c'est le pays imaginaire c'est tout et il y a des fées noires tu vois. Et ça se trouve même dans la petite sirène t'as des figurantes sirènes qui sont noires. Donc voilà, donc il n'y a pas d'histoire de ouais mais au niveau du territoire ça concorde pas en fait. Ok, là par contre je deviens vraiment condescendante, là je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Surtout que je me répète beaucoup et que j'en deviens condescendante. Et voilà, en plus là ouais je commençais vraiment à beaucoup dériver. Surtout que là il est 20h45 et j'ai une autre vidéo importante à tourner à 21h pile. Donc là on va arrêter cette vidéo et je pense que j'ai plutôt bien résumé pourquoi une adaptation, que ce soit d'un livre ou un dessin animé, un live action, doit absolument avoir des différences. Si jamais ça a été un peu brouillon, n'hésitez pas à me le dire, déjà je me réexpliquerai dans les commentaires, puis ça peut m'aider à m'améliorer. Je suis 100% ouverte au débat, même si j'ai peut-être été condescendante et hautaine à certains moments, je m'en excuse, c'était involontaire, je suis 100% ouvert au débat. Et en plus j'adore vraiment les débats, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, comme d'habitude, ça m'arrive souvent de dire 2 fois comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, allez boujou.